Saviez-vous qu'il existe une variété d'oignons cultivés depuis plus de 2000 ans et connue sous des dizaines de noms différents à travers l'Europe? Demanda Monsieur Pierre, en marchant lentement entre les rangées de son potager. Personne ne répondit immédiatement. Les habitants d'un petit village de Bourgogne observaient les planches de culture baignées par la lumière douce d'un matin de juin. Au loin, on entendait le chant des alouettes au-dessus des champs. Monsieur Pierre sourit. Il aimait poser ce genre de questions, parce qu'il savait qu'une bonne récolte commence souvent par une bonne curiosité, Réfléchissez-y. dit-il. Je vous donnerai la réponse à la fin de la journée. Parmi les visiteurs se trouvait Lucas, un jeune instituteur qui avait hérité du jardin de son grand-père, Claire, propriétaire d'une maison d'hôtes, et Élodie, étudiante revenue de Lyon pour passer l'été dans son village natal. Tous étaient venus apprendre, car dans la région, Monsieur Pierre était considéré comme une référence. Cela faisait plus de 40 ans qu'il cultivait la terre, et il le faisait avec succès. Ce matin-là, le sujet principal était l'ail, une plante présente dans presque tous les jardins français. Passons à l'essentiel, déclara-t-il en s'arrêtant devant une rangée d'ail d'hiver particulièrement vigoureuse. Nous entrons dans la période la plus importante de l'année. Lucas leva la main. Pourquoi maintenant? Parce que tout ce que vous faites avant la mi-juin influence directement la taille des bulbes. Un léger murmure parcourut le groupe. À ce point-là? Plus encore que vous ne l'imaginez. Pierre montra les longues feuilles vertes. Regardez-les bien. Tous se penchèrent. Tous se penchèrent. Plus le feuillage est puissant, plus la récolte sera généreuse. Élodie observa attentivement les plantes. Donc le secret n'est pas sous la terre? Non. Pierre sourit. Le secret pousse au-dessus du sol. Il passa doucement sa main sur les feuilles. Ce sont elles qui produisent l'énergie nécessaire pour former de gros bulbes. Lucas hocha lentement la tête. Cela paraissait évident lorsqu'on l'expliquait ainsi. Donc il n'est pas trop tard pour améliorer la récolte? Non. Mais le temps presse. Ensuite, Pierre guida le groupe vers deux parcelles différentes. Cette ail a été plantée à la fin du mois d'août. Il désigna la première rangée. Et celui-ci presque un mois plus tard. La différence sautait aux yeux. Les premières plantes étaient plus hautes, plus robustes, mieux développées. Les racines ont eu davantage de temps pour s'installer avant l'hiver. Claire secoua la tête avec étonnement. Au jardin, les petites décisions produisent souvent les plus grandes conséquences. Le groupe poursuivit sa visite. Au-delà du potager s'étendaient les vignobles. Des hirondelles traversaient le ciel. Le soleil montait lentement. Tout semblait paisible, presque parfait. Finalement, ils arrivèrent sous un vieux pommier où se trouvait une grande table en bois. Dessus étaient posés des seaux, des sacs et différents outils de jardinage. Parlons maintenant de la fertilisation. Les visiteurs se rapprochèrent immédiatement. Pimpierre souleva un sac de choses agricoles. Voici l'un de mes meilleurs alliés, Lucas sourit. Votre recette secrète? Il n'y a aucun secret. Les gens cherchent souvent des solutions compliquées à des problèmes simples. Quelques rires se firent entendre. Pendant plus d'une heure. Ces erreurs. Les leçons apprises au fil des saisons, puis Lucas posa une question qui changea brusquement l'atmosphère. Monsieur Pierre, Oui. Si l'on peut obtenir un ail aussi beau? pourquoi tant de jardiniers perdent-ils une partie de leur récolte chaque année? Le sourire de Pierre disparut. Le silence s'installa. Même les oiseaux semblaient chanter moins fort. Puis, Il répondit. Parce qu'il existe un ennemi que la plupart des gens ne voient jamais. Élodie fronça les sourcils. Quel ennemi? Pierre se dirigea vers une vieille caisse en bois posée près de la remise, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs magnifiques têtes d'ail, grosses blanches.
Parfaites, du moins en apparence. Elles ont l'air superbes, remarqua Claire. Exactement, Pierre en prit une, puis la coupa en deux, plusieurs personnes retinrent leur souffle. L'intérieur était taché brunâtre, abîmé par la pourriture. La maladie avait commencé bien avant. Personne ne parla, et la plupart des jardiniers ne la découvrent qu'après la récolte. Lucas observa la tête d'ail avec attention. Donc on peut tout perdre alors que tout semblait aller bien? Pierre acquiesça. Malheureusement, et beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Une légère... Pierre referma la caisse puis il regarda chacun des participants et prononça une phrase qui empêcha tout le monde de penser à rentrer chez soi. Mais ce n'est pas le pire. L'inquiétude apparut sur plusieurs visages. Que voulez-vous dire? Pierre esquissa un sourire mystérieux. Je vous l'expliquerai demain, parce qu'avant cela, vous devez comprendre d'où vient le véritable danger. Et croyez-moi. La réponse surprendra tout le village. Le lendemain matin, le jardin de Monsieur Pierre était bien plus animé que la veille. La nouvelle s'était répandue dans tout le village. On ne parlait plus que de cela. L'ail pourri des maladies invisibles. Et surtout de cette mystérieuse menace dont Pierre avait parlé avant de partir. Lucas arriva parmi les premiers. Claire et Élodie le rejoignirent quelques minutes plus tard. Puis vinrent d'autres habitants. Même quelques personnes des villages voisins avaient fait le déplacement. La curiosité avait pris le dessus. Lorsque Pierre sortit de sa maison, il remarqua immédiatement que le groupe était presque 2 fois plus nombreux que la veille. « Je vois que vous êtes revenu, dit-il avec un sourire. Après ce que vous nous avez montré hier, impossible de rester chez nous, répondit Claire. Pierre hocha la tête. Alors continuons. Il conduisit le groupe vers une vieille grange située au fond de la propriété. À l'intérieur, plusieurs caisses remplies de têtes d'ail étaient alignées sur une grande table. Certaines paraissaient parfaites, d'autres présentaient quelques défauts. Mais les différences étaient minimes. À votre avis, lesquelles sont malades? Demanda Pierre. Les visiteurs commencèrent à examiner les têtes d'ail, ils les tournaient dans leurs mains, les comparaient, échangeaient leurs avis. Après quelques minutes, beaucoup étaient persuadés d'avoir trouvé les bonnes réponses. Pierre sourit simplement. Puis il commença à couper les têtes en deux. Les résultats surprirent tout le monde. Plusieurs des plus belles têtes étaient contaminées à l'intérieur. À l'inverse, certaines qui semblaient douteuses étaient parfaitement saines. La nature ne nous avertit pas toujours clairement, expliqua-t-il. Lucas secoua la tête, donc on peut se tromper même lorsqu'on croit avoir tout compris? Très facilement. Et comment éviter cela? Pierre désigna plusieurs photographies accrochées à un panneau. Elles montraient des plants d'ail à différents stades de croissance. Il faut apprendre à observer les premiers signes. Élodie s'approcha. Le problème commence donc bien avant la récolte. Parfois plusieurs mois avant. Le groupe resta silencieux. Chacun repensait à ses propres récoltes. À ses échecs, aux légumes qui s'étaient détériorés pendant le stockage. Et beaucoup comprenaient soudain que les signes avaient peut-être été visibles depuis longtemps. Après la visite de la grange, le groupe retourna au potager. Pierre avançait lentement entre les rangées. Les maladies représentent une menace. Il s'arrêta. Mais il existe quelque chose de plus dangereux encore. Plusieurs personnes échangèrent des regards. Les ravageurs? Demanda Claire. Exactement. Lucas soupira. Je m'en doutais. Pierre rit doucement. Tout jardinier finit par les rencontrer. Ils arrivèrent devant une parcelle d'oignons. Tout semblait parfait. Des feuilles vertes. Une croissance régulière. Aucun signe inquiétant. Pourtant, Pierre s'accroupit. Il écarta délicatement la terre autour d'un plant, puis montra de petites larves blanches. Élodie recula d'un pas. La mouche de l'oignon? Oui. Mais les plantes semblent en pleine forme. Pour l'instant, ces 2 mots produisirent un effet immédiat.
parce qu'en effet rien ne paraissait anormal. Et pourtant les dégâts avaient déjà commencé. C'est pour cela qu'il faut savoir repérer les signaux d'alerte. Pierre se releva. Un bon jardinier n'attend jamais la catastrophe. Il apprend à la voir venir. Lucas mémorisa cette phrase. Elle semblait s'appliquer à bien plus qu'au jardinage. Plus tard dans l'après-midi, Pierre conduisit ses visiteurs derrière le verger. Là poussaient différentes plantes aromatiques, du thym, de la menthe, la ciboulette et plusieurs autres herbes. Pierre s'arrêta devant une touffe de ciboulette en fleurs. Ces fleurs brillaient sous le soleil. Vous voyez cette plante? La ciboulette, répondit Élodie. Exactement. Et quel rapport avec les ravageurs? Pierre montra de minuscules marques sur certaines feuilles, à peine visibles. Beaucoup d'insectes apparaissent d'abord ici. Plusieurs personnes se penchèrent. Comme un système d'alerte? C'est exactement cela. Lucas observait attentivement. Il comprenait peu à peu pourquoi Pierre réussissait depuis tant d'années. Ce n'était pas une question de chance ni de recettes secrètes, mais de patience, d'observation, d'expérience. Le soleil commençait à descendre, la visite touchait à sa fin, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un véhicule noir apparut sur le chemin menant à la propriété, point neuf, luxueux. Totalement inhabituel dans le paysage rural, les conversations cessèrent immédiatement. Le véhicule s'arrêta devant le portail. La portière s'ouvrit. Un homme élégamment vêtu en sortit. Il ne ressemblait ni à un agriculteur, ni à un habitant de la région. Son regard parcourut le jardin, puis se fixa sur Pierrette. L'expression de ce dernier changea aussitôt. Lucas le remarqua immédiatement. « Vous le connaissez ?» Pierre resta silencieux quelques secondes, puis répondit d'une voix calme. « Malheureusement, oui. » L'homme retira ses lunettes de soleil et sourit. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le sourire de quelqu'un qui apportait avec lui des souvenirs que l'on aurait préféré oublier. Cela fait longtemps, Pierre. Le silence tomba sur le jardin. Personne ne bougea, personne ne parla. Pierre soutint son regard. Beaucoup trop longtemps. Marc, l'atmosphère changea immédiatement. Ce n'était pas la rencontre de deux vieux amis. Quelque chose de plus profond les liait. Quelque chose d'inachevé. Marc observa les cultures. Puis, regarda à nouveau Pierre. Nous devons parler. Pas ici. Alors en privé, Pierre hésita quelques secondes. Comme s'il luttait contre des souvenirs enfouis depuis des années. Finalement, il acquiesça. Très bien, Marc se détourna. Mais avant de s'éloigner vers le verger, il s'arrêta. Puis prononça une phrase qui glaça tout le monde. Certaines erreurs du passé sont sur le point de revenir. Personne ne comprit exactement ce qu'il voulait dire, mais tous ressentirent la même chose. Une inquiétude soudaine. Comme si un orage invisible approchait du village. Et cette fois, cela n'avait rien à voir avec l'ail. Le lendemain matin, tout le village semblait parler d'une seule chose. Ni de la météo, ni des vignes, ni même des récoltes à venir. Tout le monde parlait de Marc, l'homme mystérieux, qui était apparu dans le jardin de Monsieur Pierre. Et surtout de sa phrase inquiétante. Certaines erreurs du passé sont sur le point de revenir. Lucas avait mal dormi. Cette rencontre ne quittait pas ses pensées. Il arriva donc chez Pierre bien plus tôt que d'habitude. Mais il n'était pas le premier. Plusieurs habitants étaient déjà présents, d'autres arrivaient encore. Lorsque Pierre sortit de sa maison avec une tasse de café à la main, il paraissait fatigué. Comme quelqu'un qui avait passé une nuit à réfléchir. Malgré cela, il accueillit les visiteurs avec son calme habituel. Bonjour à tous. Personne ne perdit de temps. Élodie posa immédiatement la question que chacun avait en tête. Qui est vraiment Marc? Pierre resta silencieux quelques instants.
Son regard se perdit au loin, vers les collines couvertes de vignes, puis il soupira. C'est une longue histoire. Nous avons le temps. Répondit Lucas. Pierre hocha lentement la tête. Il y a plus de 30 ans, j'ai participé à un grand projet agricole. Plusieurs personnes échangèrent des regards surpris. Peu d'habitants connaissaient cette partie de sa vie. Pour eux, Pierre avait toujours été l'homme du village, le jardinier, le conseiller, le voisin. À l'époque, nous étions convaincus de construire l'avenir de l'agriculture. Et ce n'était pas le cas ? Demanda Claire. Pierre esquissa un sourire triste. Nous le pensions. Il raconta alors l'arrivée des investisseurs. Les nouvelles technologies, les machines modernes, les promesses, les projets ambitieux. Au début, tout semblait fonctionner. Les récoltes augmentaient, les revenus aussi, les agriculteurs étaient enthousiastes, puis quelque chose changea, toujours plus d'engrais, toujours plus de traitements, Toujours plus de pression. Et c'est là que les problèmes ont commencé ? Demanda Lucas. Exactement, Pierre acquiesça. Certaines familles se sont endettées, d'autres ont perdu leurs terres. Quelques exploitations ont disparu, le silence s'installa. Ces histoires n'étaient pas totalement inconnues, mais les entendre racontées par quelqu'un qui les avait vécues leur donnait une autre dimension. Et Marc ? Demanda Élodie. Il faisait partie des responsables du projet. Et il est resté ? Oui. Cette réponse suffisait. Elle expliquait beaucoup de choses. Vers midi, plusieurs véhicules entrèrent dans le village, des voitures modernes, des fourgonnettes, des véhicules de société. Les habitants les remarquèrent immédiatement. Quelque chose se préparait. La réponse arriva quelques heures plus tard. Une affiche fut placardée devant la mairie. Une réunion publique aurait lieu le soir même. Le sujet : l'avenir de l'agriculture régionale et les nouvelles opportunités de développement. Pierre lut l'annonce plusieurs fois et comprit aussitôt, Marc n'était pas revenu par hasard. Le soir venu, la salle municipale était pleine, agriculteurs, commerçants, familles, jeunes et anciens. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait. La présentation commença dans une ambiance très professionnelle. Grand écran, graphique, photographie, statistiques. Puis une femme monta sur scène. Élégante, assurée, parfaitement préparée, elle semblait habituée à convaincre les foules. « Bonsoir à toutes et à tous », commença-t-elle. « Je m'appelle Catherine Moreau. Et je représente le groupe Agronova. » La salle devint silencieuse. Catherine parla de croissance, d'investissement, d'emploi, d'innovation, de modernisation. Tout semblait idéal. Peut-être même trop idéal. Puis vinrent les chiffres. Et, cette fois, plusieurs personnes furent véritablement impressionnées. Les sommes proposées étaient considérables. Bien supérieures à ce que beaucoup la salle. Certains faisaient déjà des calculs, d'autres échangeaient des regards. La tentation était réelle. Très réelle, Lucas observait les réactions autour de lui et il comprenait pourquoi. Une telle offre pouvait changer une vie. Pierre, lui, restait immobile, car chaque mot lui rappelait quelque chose. Les mêmes promesses, les mêmes discours, les mêmes rêves. Puis il remarqua un détail. Au premier rang se trouvait Marc. Assis juste à côté de Catherinette, il observait Pierre. Comme s'il attendait quelque chose. Comme s'il savait que le véritable affrontement n'avait pas encore commencé. La présentation prit fin. Une partie du public applaudit. Pas tout le monde, mais suffisamment pour montrer que le projet séduisait. Catherine sourit, puis tourna son regard vers Pierre. La salle entière suivit son mouvement. Le silence revint immédiatement. Monsieur Pierre. Tous les regards convergèrent vers lui. On m'a dit que vous aviez participé à un projet similaire, il y a 30 ans. Son-on resté poli, mais dans ses yeux brillait une forme de défi. Pensez-vous vraiment que l'avenir doit être guidé par les erreurs du passé ?
Personne ne bout. Personne ne parla. Parce que tout le monde comprit que cette question ne concernait pas seulement Pierre. Elle concernait l'ensemble du village. Et peut-être même son avenir. Un silence absolu envahit la salle. Même le léger bourdonnement du projecteur semblait soudain plus fort. Tous les regards étaient tournés vers Pierre. Catherine Moreau attendait sa réponse. Toujours élégante. Regardez. Toujours sûre d'elle. Mais Pierre avait appris depuis longtemps pouvait cacher beaucoup de fragilité, il se leva lentement, puis regarda autour de lui. Les agriculteurs, les familles, Les voisins, les amis, tous ceux qui avaient construit leur vie dans cette région. Alors seulement, il répondit. Non. Catherine haussa légèrement les sourcils. non, je ne pense pas que l'avenir doive être gouverné par le passé. Quelques personnes échangèrent des regards surpris. Pierre poursuivit. Mais je pense qu'un peuple qui oublie son passé finit toujours par répéter ses erreurs. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs anciens acquiescèrent discrètement. Catherine conserva son sourire. Notre projet n'a rien à voir avec ce qui s'est produit il y a 30 ans. Vraiment? La voix de Pierre demeurait calme, mais ferme. Vraiment. Alors c'est étrange d'entendre exactement les mêmes promesses. Le silence revint. La tension devenait palpable. Catherine répondit rapidement. Le progrès se ressemble souvent. Et ses conséquences? Pour la première fois, elle hésita. À peine une seconde, mais tout le monde le remarqua, et c'est à ce moment-là que l'imprévu se produisit. Marc se leva. Personne ne s'y attendait, pas même Catherine. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il semblait nerveux, comme un homme qui avait porté un secret trop longtemps. Puis il prit la parole. Je dois dire quelque chose. Sa voix était plus grave qu'à l'accoutumée. La salle entière l'écoutait. Il y a 30 ans, j'ai participé au projet dont Pierre parle. Des murmures parcoururent l'assemblée. Marc continua. Il parla des investisseurs, des ambitions, des innovations, des machines, des promesses. Et du succès des premières années. Puis il parla de ce qui avait suivi des dettes, des coûts croissants, des exploitations fragilisées, des familles qui avaient perdu leurs terres, des agriculteurs qui avaient abandonné. Personne ne l'interrompit. Marc baissa les yeux. J'ai fait partie de ce système, le silence devint pesant. Pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que je n'étais pas responsable. Sa voix trembla légèrement. Aujourd'hui, je sais que j'avais tort. Le visage de Catherine pâlit, elle ne s'attendait manifestement pas à cette confession publique. Marc poursuivit. Sans excuse, sans justification, simplement avec honnêteté. Lorsque j'ai appris ce qui se préparait ici, j'ai compris que je devais revenir. Plusieurs habitants échangèrent des regards. Puis il prononça une phrase qui changea définitivement l'atmosphère de la réunion. Ce projet ressemble beaucoup plus à l'ancien que ce qu'on veut vous faire croire. Un murmure inquiet parcourut la salle. Catherine se leva brusquement. C'est faux. Vraiment? Marc la regarda droit dans les yeux. Combien d'hectares devez-vous acheter pour que ce projet soit rentable? Catherine resta silencieuse. Combien? Toujours aucune réponse. Et ce silence en disait plus que n'importe quel discours. Pierre observait les habitants. Leur enthousiasme diminuait, leurs questions se multipliaient. Pour la première fois, le projet semblait vaciller. Puis un téléphone sonna, le son résonna dans toute la salle. C'était celui de Catherine. Elle regarda l'écran. Et son visage changea immédiatement. Cette fois, tout le monde le remarqua. Elle s'éloigna, répondit à l'appel, parla à voix basse, mais son expression trahissait son inquiétude. Quelque chose venait de se produire. Quelque chose de grave. Quelques minutes plus tard, elle revint, sans sourire, sans assurance. Elle referma son ordinateur, rassembla ses documents, puis déclara simplement « La réunion est terminée. » L'assemblée resta figée. Pourquoi?
Que se passe-t-il? Elle ne répondit à personne. Elle quitta rapidement la salle. Marc la suivit du regard, puis se tourna vers Pierre. On dirait qu'ils ont des problèmes. Mais Pierre n'écoutait déjà plus. Il regardait par la fenêtre, vers les champs, au loin, très loin. Une colonne de fumée sombre montait dans le ciel d'Oinsus. Épaisse, bien trop importante pour être anodine. Le cœur de Pierre se serra parce qu'il savait une chose. À cet endroit précis, rien ne devait brûler. Alors les véritables choses brûlaient malgré tout. Lorsque la réunion prit fin, Personne ne rentra immédiatement chez soi. Les habitants restèrent devant la mairie. par petits groupes, ils parlaient des marques, de ses aveux, du départ précipité de Catherine. Et surtout de cette étrange colonne de fumée qui s'élevait derrière les collines. Pierre fut l'un des premiers à quitter le bâtiment. Lucas le suivit, puis Claire, Élodie et plusieurs autres habitants. Tous se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait la fumée. À mesure qu'ils approchaient, une odeur de brûlé devenait perceptible. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils poussèrent un soupir de soulagement. Les champs n'étaient pas en feu. Les vignes non plus et aucune ferme n'avait été touchée. L'incendie provenait d'un petit entrepôt agricole situé à l'écart du village. Les pompiers étaient déjà là. Le feu fut rapidement maîtrisé, les dégâts restaient limités. Pourtant, Quelque chose semblait étrange. plusieurs employés d'Agronova se trouvaient sur les lieux. Ils parlaient nerveusement au téléphone, échangeaient des regards inquiets. Comme si l'incendie n'était qu'une partie d'un problème bien plus important. Marc le remarqua lui aussi. Ce n'est pas le feu qui les inquiète, Pierre acquiesça. Il pensait exactement la même chose. Les réponses arrivèrent dans les jours qui suivirent, d'abord sous forme de rumeurs, puis dans les journaux régionaux. Et enfin, à travers des communiqués officiels, des enquêtes étaient ouvertes contre plusieurs sociétés liées au groupe Agronova, des irrégularités financières avaient été découvertes. Certains anciens projets faisaient l'objet de nouvelles investigations. Peu à peu, des informations restées cachées pendant des années commencèrent à émerger. Tout devenait plus clergé. L'appel reçu par Catherine, son départ précipité. La nervosité des représentants de l'entreprise. Le projet commençait à s'effondrer, mais pour les habitants du village. Une autre question était plus importante. Que faire désormais? Une semaine plus tard, une nouvelle réunion fut organisée. Cette fois, il n'y avait ni investisseurs, ni présentation. Ni promesse, seulement les habitants, les agriculteurs, les familles, les jeunes, les anciens, toute la communauté. La salle était pleine, mais l'ambiance avait changé, elle était plus calme, plus réfléchie, plus mature. Chacun prit la parole à tour de rôle, on parla d'argent, travail, d'avenir, mais surtout de ce qui ne pouvait pas être mesuré en chiffres, l'attachement à la terre, la mémoire, les racines. Lucas écoutait attentivement. Pour la première fois, il comprenait que le sujet dépassait largement l'agriculture. Il s'agissait de savoir quel avenir le village voulait construire. Finalement, Pierre se leva. Le silence s'installa immédiatement. Tous voulaient entendre son avis. Il regarda les visages devant lui, Des voisins, des amis. des familles qu'il connaissait depuis toujours. Hein. Puis il parla. Pendant longtemps, j'ai cru que la plus grande richesse d'un agriculteur était sa terre. Il marqua une pause. Aujourd'hui, je sais que je me trompais. Plusieurs personnes relevèrent la tête. La véritable richesse, c'est de savoir comment prendre soin de cette terre. Personne ne l'interrompit. Une terre peut être achetée, elle peut être héritée, elle peut être vendue. Mais l'expérience ne s'achète pas. Encore moins la responsabilité. Les mots résonnèrent dans la salle, particulièrement chez les plus jeunes. Car chacun comprenait qu'il ne parlait pas seulement des champs, il parlait de la communauté, de son identité, de son histoire et de son avenir. La discussion dura jusque tard dans la soirée.
Mais lorsqu'elle prit fin, une décision claire se dessinait. La majorité des habitants ne souhaitaient pas vendre. Non, parce que l'argent n'avait aucune valeur, mais parce qu'ils avaient compris que certaines choses étaient plus précieuses encore. Quelques semaines plus tard, Agronova annonça officiellement son retrait de la région. Sans suffisamment de terre, le projet devenait impossible. Les investisseurs partirent. Avec leurs promesses, le village resta. L'été passa, puis l'automne, et enfin un nouveau printemps. L'ail poussa magnifiquement, les oignons aussi. La ciboulette fleurit à nouveau le long des vieux murets de pierre. La vie reprit son rythme. Un soir d'août, Lucas aidait Pierre à récolter l'ail. Le soleil descendait lentement derrière les vignobles bourguignons. Pendant quelques minutes, ils travaillèrent en silence, puis Lucas posa une question. pensez-vous qu'ils reviendront un jour? Pierre regarda les champs, les collines, les terres qu'il connaissait depuis toute sa vie. Puis il sourit. Peut-être, et si cela arrive? Pierre arracha doucement une belle tête d'ail. Puis, répondit, Nous ferons ce que fait toujours un bon jardinier lorsqu'il aperçoit les premiers signes d'un danger. Lucas sourit à son tour. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Exactement. Tous deux contemplèrent l'horizon. Parce que c'était là la véritable leçon de cette histoire, observer, réfléchir. Et agir à temps. Cela vaut pour le jardin, pour les exploitations agricoles et pour la vie. Le soleil disparut derrière les collines. Pierre regarda une dernière fois ses champs et ressentit une profonde sérénité, car il comprit que la plus belle récolte de l'année n'était ni l'ail, ni les oignons, ni même les bons rendements. La plus belle récolte était autre chose. Un village qui se souvenait de son histoire, des habitants capables d'apprendre du passé, et une communauté qui avait choisi elle-même son avenir, car certaines choses peuvent être vendues, et d'autres ne devraient jamais l'être. Être la terre qui nourrit des générations appartient à cette seconde catégorie.